Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence. Nous voici ensemble pour 1 heure seulement de discussion pour tenter d'éclairer la charge de travail des directions techniques dans le spectacle vivant. Vaste sujet en si peu de temps, donc moi-même j'ai frôlé la surchauffe rien qu'en préparant cette table ronde. Donc vous vous en doutez sûrement, la charge sera plus probablement traitée sous l'angle de la surcharge que de la sous-charge à ces postes. Mais cela ne devrait pas passer sous silence l'importance aussi de la sous-charge de travail qui peut impacter la santé des salariés. On appelle cela aussi le bore-out. Le secteur du spectacle vivant et l'événementiel est un milieu à fort engagement. Avant, on disait métier passion, où l'objet premier est le lever de rideau, le show, et qui est parfois encore associé au quoi qu'il en coûte. Les horaires atypiques de soirées de week-end en tournée, l'intensité des rythmes de travail a toujours été une composante de nos métiers. Toutefois, il semble que l'après-Covid marque un nouveau cran dans la problématique de notre secteur. Les difficultés de recrutement nous questionnent sur la baisse de l'attractivité du spectacle. Les sondages qui se multiplient pour montrer que les jeunes, 18-24, je dirais les jeunes, placent l'équilibre entre vie pro et vie perso parmi les priorités dans la recherche d'emploi. À cela s'ajoute la problématique de boucler les budgets avec la baisse des financements publics, la multiplication des financements aux projets. Aussi, la hausse des coûts de production et des cachets qui fragilisent nos équilibres économiques. Auxquels s'ajoute, j'ai une petite liste comme ça, désolée, les injonctions de faire plus avec moins, multiplier les actions culturelles, les projets de territoire, répondre aux enjeux de la RSE en termes d'environnement, d'inclusion, de diversité, d'équité, chiffres et bilans à l'appui. La santé mentale, qui était la grande cause nationale 2025, donc on a encore 1 mois pour en parler, nous rappelle à l'ordre et nous rappelle à regarder la santé de nos professionnels. Le monde du spectacle n'est pas épargné par les tsunamis de l'épidémie de burn-out et de reconversion forcée. Donc pour résumer, haut les cœurs, la contradiction d'en faire toujours plus avec moins, avec des besoins de salariés qui ont changé dans un secteur qui va en se fragilisant. Est-il possible d'envisager une carrière dans le secteur du spectacle en bonne santé physique et mentale ? Comment préserver la mobilisation et l'engagement des salariés au regard de toutes ces exigences ? Y a-t-il des marges de manœuvre pour travailler ces questions ? Par quel bout le prendre ? Peut-on parler de la charge de travail dans les entreprises du spectacle ? Peut-elle être un objet d'amélioration des conditions de travail et, in fine, représente-t-elle un enjeu d'attractivité, mais aussi de survie pour les entreprises du spectacle ? Elle est souvent l'objet de controverses entre les différents acteurs de l'entreprise. Toutefois, est-il possible d'en partager une vision commune ? Comment continuer à trouver du plaisir au travail sans porter atteinte à sa santé ? Nous allons en discuter ici avec mes invités, que je remercie chaleureusement pour avoir accepté le jeu du témoignage et qui montrera sans aucun doute l'importance de partager nos difficultés, nos réussites comme nos échecs. Merci donc à Aude Albigès, DT de l'Opéra National du Rhin, Guillaume Noël, DT des Célestins Théâtre de Lyon, Jean-Rémy Baudonne, directeur technique de la Philharmonie de Paris et présent au titre de président de Reditech, l'association des directions techniques, et Isabelle Rogès-Dufresne, chargée de mission à la RACT Île-de-France, donc la RACT, Agence régionale d'amélioration des conditions de travail. Aude, vous êtes directrice de l'Opéra National du Rhin depuis 2021. Vous avez auparavant passé 20 ans à accompagner les créations et spectacles en régie technique en tournée en France, à l'étranger. Vous, Guillaume, vous êtes arrivé en 2022 en tant que directeur technique des Célestins, après avoir passé 15 ans au Festival des Nuits de Fourvière en tant que directeur technique adjoint. C'est quoi votre travail de direction technique en 2025 ? Donc, quand vous avez été embauché, vous aviez été recruté sur une base d'un listing, on va dire, de missions. Et quand vous êtes arrivé, vous avez constaté que ça débordait plus qu'il n'en Non, fallait. la liste des tâches sur la fiche de poste, elle est là, mais en fait, elle est massive. Donc, Elle est déjà trop importante. elle est déjà hyper importante. Donc, il y a forcément dans nos périmètres, après, ça dépend un peu de la taille des structures, mais on a forcément un schéma de délégation et de savoir comment on arrive à déléguer certaines tâches pour réussir à essayer de mener au maximum tous les champs de nos missions le mieux possible. Et si je peux compléter, je pense que pour moi, la fiche de poste, elle était claire sur la partie bâtiment, sur la partie service technique, sur la partie spectacle. Tout ça, c'était assez clair parce que c'est nos métiers.
Ce que j'avais sans doute sous-estimé pour ma part, c'était le temps que prenait la gestion de la direction, c'est-à-dire de la partie plutôt administrative, production, toutes ces choses-là. C'est vrai qu'avant, en régie technique, régie générale, j'étais plus sur le terrain, donc j'avais moins ces enjeux-là. Et ça, je trouve que ça prend de plus en plus de temps, surtout du fait de la réduction des moyens. Donc là, quand vous aussi, Aude, vous avez dû travailler à la délégation, négocier peut-être aussi avec la direction pour débloquer des moyens de recrutement, d'aménagement de poste pour revoir les périmètres de ce qui était dans votre giron et de ce qui pouvait être délégué à des adjoints ou des assistants. C'est bien ça? Oui, alors ça a pris plusieurs formes. On a effectivement travaillé avec Alicia Carsanti, qui est là dans la salle, pour essayer de mettre en place une forme de délégation. Ce dont je me suis rendu compte, en fait, c'est que la demande, côté direction, de toute façon, elle peut être absorbée que par le DT ou l'ADT. Ça peut pas être délégué. Et sur la partie des équipes, en fait, on peut aussi déléguer, je dirais, en ricochet, c'est-à-dire que moi j'ai la chance d'avoir une équipe assez large puisque c'est une maison d'opéra, donc il y a des chefs de service dans chaque service, et puis ensuite eux-mêmes ont des responsables de spectacle par secteur. Donc finalement, c'est cette solution-là qui a été adoptée parce que c'est celle où les équipes gardent le plus de sens dans ce qu'ils font. On n'a par exemple pas dédoublé les équipes, nous on n'a pas une équipe technique, une équipe jeu, on a une seule équipe qui gère tous les spectacles. Et cette délégation-là, elle a fonctionné. J'ai par ailleurs la chance de pouvoir déléguer la partie bâtiment à quelqu'un d'autre. Donc effectivement, ça permet quand même de s'alléger Enfin, on travaille bien sûr en permanence ensemble, mais au quotidien, dans les relations avec la ville qui est propriétaire du bâtiment, ça facilite les choses quand même. Donc là, les solutions que vous avez mises en place aujourd'hui, c'est la délégation. Est-ce que ça résout le problème? Ouais, bah moi, un petit peu dans le même sens. Moi, j'ai quasiment lâché le plateau en arrivant. Je pensais que j'allais être tout le temps. Mon prédécesseur était hyper présent. Il était là de 7h30, 8h le matin. C'était lui qui ouvrait le rideau de fer le matin et c'était un des derniers à partir. Il avait une charge, pour le coup, une présence qui était énorme et chose que moi, dès le départ, j'avais pas envie de faire et je me suis tout de suite préservé de ça. Donc, ça veut pas dire que je fais 25 heures par semaine, hein, mais j'essaye de me tenir à, je fais une soirée maximum au théâtre par semaine, 2 les grosses semaines. J'essaye vraiment de me préserver là-dessus. Et donc, pour ce faire, j'ai complètement délégué la partie scénique. Et pour gérer effectivement ma direction, gérer les problèmes de bâtiment et tous les projets de travaux et d'aménagement. Voilà. Et donc, je garde juste le recul sur la sécurité. Je continue à faire des passes, on va dire, et puis je suis plus sur le projet artistique à venir que le projet qui est en cours, quoi. Ce qui fait que je peux être là aujourd'hui, d'ailleurs. Merci beaucoup. Je sais que je vais vous prendre du temps précieux. Là, je retiens juste de votre intervention que ne pas faire comme son prédécesseur qui était là tout le temps. Vous avez fait une petite blague pour essayer de se déculpabiliser, parce que c'était dur émotionnellement, veut dire de maintenir ce truc, de dire bah non, moi je veux pas être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que c'était difficile à défendre ou c'était ok? Alors pour ma part, ça a été ok très rapidement parce que du coup il y avait une déresponsabilisation des équipes et qui n'était pas forcément bien vécue par les équipes. Donc pour le coup, ça a été plutôt bien vécu. Voilà. Il y avait un sujet tabou sur le télétravail qui était inexistant et c'était un peu la chasse à tu vas télétravailler donc tu vas glandouiller, qu'on a complètement mis à plat. Moi aujourd'hui sans télétravail, je tiens pas le rythme de ma gestion de mail. Ça c'est un des outils que j'ai mis en place aussi pour tenir le choc en tout cas. Alors, ce qui semble transparaître à travers vos témoignages, c'est que peut-être dans vos maisons, mais je me trompe peut-être, le dialogue est possible entre vos directions RH, DAF et la direction technique. Ce trio-là, ils discutent de la charge de travail, de comment s'organiser. Si vous avez réussi à faire bouger les lignes, c'est peut-être quand même qu'on a encore une fluidité du dialogue à ce niveau-là. Ou c'était plutôt par
imposition Je crois que je leur ai pas trop laissé le choix, moi, personnellement. Non, mais j'ai pas. Enfin, ouais, en tout cas, j'ai dit que c'était comme ça pour que ça puisse fonctionner, et que sinon, j'étais pas le bon candidat, et ça a été plutôt bien pris de mon côté. Je suis assez d'accord et je pense que c'est aussi dans le dialogue avec les équipes qu'ensuite on peut faire remonter ce qui nous semble être l'organisation la meilleure pour tout le monde. Et donc, quand on me dit, bah, finalement, l'important c'est que ce métier garde du sens, que les gens qui sont sur scène, eux, ils savent pourquoi ils sont là, ils font ce métier depuis 20 ans, qu'on les dépossède pas en rajoutant des couches administratives, des couches de management dans tous les sens. Je pense qu'en fait ça a du sens et que finalement, ça dépend qui on a en face, en direction RH, mais ils connaissent peu nos métiers. Donc c'est aussi à nous à aller leur dire, bah, je pense que c'est comme ça que ça marche le mieux. Et tu disais, bah, finalement, la distance avec son prédécesseur, je pense qu'on n'est pas il n'y a pas une personne dans la salle qui fait son métier exactement pareil. Donc on arrive, effectivement, l'équipe, bah, ils perdent certaines choses qu'ils appréciaient, ils gagnent d'autres choses qu'ils ne savent pas encore qu'ils apprécieront. Il y a un petit temps d'ajustement, c'est normal, mais il n'y a pas de format absolu, quoi, de toute façon. Et est-ce que vous arrivez à vous dire, au bout d'une journée, une semaine, un mois, que vous êtes content de votre travail, vous êtes satisfait de ce que vous avez pu faire? Vous avez checké la checklist, vous avez descendu la to-do, mais en plus vous êtes content? On ne grogne pas. Joker. Non, franchement, difficile ce sentiment-là. J'ai parfois, justement, quand je remets un peu le nez dans l'artistique, quand on est sur du travail de création à long terme, que je retrouve un petit talent. Voilà. Ah, en fait, je fais ça pour ça. Donc ça, mais c'est pas si fréquent. Voilà. Moi, je pense que de toute façon, enfin, moi, j'ai pas le temps de tout faire. Donc, je fais des choix et ils sont les miens. Peut-être que pour d'autres types d'appareils, ils apparaissent comme étant arbitraires, mais je pense que c'est dans ce choix-là que, oui ou non, on trouve la satisfaction. On se dit, bon, bah, ça c'est fait et c'était important. Ça, c'est pas fait, c'est malheureux. Soit j'ai pu le déléguer, soit j'ai pas pu. De toute façon, il faut vivre avec le fait qu'on n'arrivera pas à tout faire parce que sinon, je pense que c'est là qu'on va à l'épuisement, quoi. Et justement, quand vous dites, bon, j'ai fait mes choix, j'ai choisi de faire ça parce que ça me semblait important, j'ai l'impression que ce qui transparaît, c'est un peu un choix seul ou c'est quelque chose quand même qui est discuté avec et ses équipes et ou la direction de comment on met les curseurs de ce qui est important sur la qualité, sur bah, ce dossier, il est plus urgent qu'un autre, par exemple. Comment on fait pour déterminer ce qui est important? En ce qui me concerne, le choix, je le fais plus, je dirais dans la prise de recul, en réfléchissant avec d'autres DT, en voyant ce qui se fait ailleurs, peut-être en étant un peu là ce matin, c'est l'idée. Je pense que les autres directions ne comprennent pas forcément ce que la direction technique fait, donc ils sont demandeurs, ils sont plutôt dans l'attente d'avoir des choses qui arrivent, mais ils sont pas les bons juges de là où on devrait mettre notre attention. Et donc c'est plutôt à nous, en pleine conscience de nos métiers, comme tu le disais, sur les questions de sécurité, de bâtiment, de conditions de travail, de qu'est-ce qu'on met en place pour que tout ça marche, qu'on est les seuls capables d'arbitrer ces choix-là finalement. Non, mais je plus sois. Ce qui est dit, ouais, c'est un choix. Bah, il y a quand même un choix d'urgence naturelle par rapport à des projets qui doivent arriver à échéance. Mais sinon, c'est effectivement complètement à notre libre arbitre. Et voilà. Et juste avant de passer la parole à Isabelle, vous êtes heureux? Alors moi, franchement, il a fallu un petit peu de temps, mais là, j'ai réussi à justement réorganiser. J'ai embauché un adjoint de plus. Non, j'ai 2 adjoints. Et en fait, ça m'a changé là, depuis la rentrée, depuis qu'il est autonome dans ses délégations et tout ça, j'ai vraiment repris de l'air, on va dire. Et moi, pour ma part, je pense que effectivement, moi, j'ai beaucoup de satisfaction dans mon métier. Ce qui est vrai, c'est important et ces discussions de DT, ça aide aussi à ça, de se souvenir de qu'est-ce qui nous apporte la satisfaction. Et moi, j'ai une chance énorme, j'ai une équipe technique qui est super. Et finalement, c'est là que moi, je trouve mon plaisir, c'est de voir la qualité de ce qui est fait sur scène. Mais on est là chacun pour des raisons différentes, mais je pense de ne pas oublier pourquoi on est venu au départ. C'est ça qui nourrit. Et finalement, bah, moi, je suis pas venue pour savoir si oui ou non, dans les débats administratifs, budgétaires. Enfin, je savais que ce serait pas cette partie-là qui m'apporterait une satisfaction immense. Donc, je pense que de ne pas oublier pourquoi on est là.
et de se satisfaire de ça et puis de faire le reste dans la foulée, quoi. Quelle belle philosophie. Bon, bah voilà, au revoir. Isabelle, vous êtes chargée de mission donc à l'ARACT Île-de-France, sociologue du travail ergonome, particulièrement en charge des questions de charge de travail, management, dialogue social et QVCT. Qu'est-ce que vous avez pu relever de tout ce qui vient d'être dit sur... Eh ben, c'est assez sympathique de vous entendre parce que c'est vrai que dans l'introduction, dans ce que vous avez introduit, on a l'impression que les contraintes sont extrêmement fortes dans le secteur et qu'elles font que visiblement grossir, hein. Mon voisin m'en parlait précédemment au débat. Et finalement, on voit que, ou alors vous n'osez pas le dire parce qu'il y a un public qui vous observe, mais on voit que vous arrivez à vous débrouiller là-dedans pour à la fois gérer les contraintes, en même temps vous n'avez pas complètement le choix, je pense, hein, au niveau où vous êtes. Et oui, tout à fait. Et voilà, et à trouver des marges de manœuvre pour gérer la charge qui vous incombe et qui me semble quand même très importante. Et donc, c'est vrai que quand on entend Claire qui introduit, on se dit ça va pas le faire. Et quand on vous entend, on dit bah, ça le fait quand même. Alors, je sais pas à quel prix ça le fait, mais ça le fait quand même. Et finalement, bah, vous avez dit un peu tout ce qui est important sur le sujet de la charge de travail. Donc, ça, c'est pratique de vous avoir écouté. Puisque nous, à l'ANACT, on propose une grille, on va dire, pour appréhender la question de la charge de travail. Alors, pas une grille lourde, pénible, de gestionnaire, dans lequel on a 3 niveaux, donc, qui sont derrière vous, mais dans lequel on se dit il y a la charge prescrite. Et vous avez bien indiqué que bah, finalement, votre travail de direction, vous avez indiqué qu'il était de plus en plus lourd. Et ce que j'ai compris, peut-être mal, hein, vous me le direz, mais c'est que votre travail de direction, il implique de plus en plus, évidemment, la gestion de toutes les contraintes, les exigences budgétaires, hein, vous en avez parlé, des compromis, des discussions, ce qui n'était pas votre tasse de thé, mais ça vient alourdir, hein, puisque c'est votre boulot, hein, puisque vous êtes dans la direction, de gérer tout ça. Et donc, dans la charge prescrite, il y a tout ce qu'on vous demande. Alors, vous avez dit, il y a la fiche de poste, mais il y a ce qu'il y a dedans, et il y a le poids de chacun de ces éléments. Voilà, donc ça c'est le travail prescrit, mais effectivement vous avez parlé après très très bien du travail réel et ce qui est quand même caractéristique de votre situation, et ça m'a fait un peu plaisir, mais vous allez réagir je sais, mais ça m'a fait un peu plaisir de vous entendre parce que finalement ce qui permet à un salarié de gérer toute la variabilité de la charge réelle, parce qu'il y en a partout, vous en avez à votre niveau et vos salariés ils en ont, c'est d'avoir des marges de manœuvre. Alors plus on est haut dans la hiérarchie, théoriquement, plus on a de marge de manœuvre, hein. Je dis bien théoriquement, je sais que vous allez me sauter dessus à un moment, mais je me prépare. Vous voulez qu'on change de place? Ouais, je fais attention. Ça va, il y a quelqu'un qui nous sépare. Et donc voilà, donc normalement, plus on est dans la hiérarchie, c'est d'ailleurs une des caractéristiques, hein, plus on est dans la hiérarchie, plus on a de pouvoir, normalement, de décision. Donc en fait, ce qui était intéressant dans votre exposé, c'est que vous avez bien donné tous les éléments sur lesquels vous agissiez. Alors, vous avez dit, moi, j'essaye de limiter justement toutes les tergiversations autour du travail sur les contraintes budgétaires, les compromis, etc., même si vous les gérez. Et je délègue. Alors, vous avez dit tous les deux, je délègue. Alors, moi, j'aimerais bien voir en dessous ce que ça donne quand vous déléguez. Mais vous avez dit aussi que vous dialoguiez. Donc, c'est vrai que pour nous, hein, une des possibilités de gérer toute cette variabilité et toutes ces exigences, hein, qui sont derrière le prescrit, hein, vous l'avez bien montré, hein, ça a bougé, bah, c'est d'avoir des marges de manœuvre. Donc si on a du pouvoir de décision, normalement on a plus de marge de manœuvre, sauf que quand on est super pressé par le dessus, puisque c'est ce que vous avez dit, sur les contraintes qui viennent du dessus, hein, qui viennent de vos contraintes budgétaires et de tout ce qui se passe dans votre secteur en ce moment, bah, les marges de manœuvre pour vous aussi, elles se réduisent, hein. Et d'ailleurs, si on élargit et qu'on descend les niveaux hiérarchiques, hein, on voit aujourd'hui que les N+1, je ne parle pas spécialement du monde du spectacle, hein, mais les N+1, les encadrants de proximité
sont ultra stressés, hein, puisqu'ils ont très peu de marge de manœuvre, ils ont tout qui leur arrive du haut et ils sont obligés de gérer le bas, hein, c'est-à-dire la production tout en bas. Et donc, ils sont au plus près du travail des opérateurs en bas, hein, quels que soient ces opérateurs. Et ils ont aussi toutes les contraintes du haut qui leur descendent dessus. Donc, les marges de manœuvre de la hiérarchie se réduisent globalement, hein, donc, et surtout des premiers niveaux hiérarchiques. Donc, moi, j'étais quand même contente parce que ça m'arrange, parce que sinon, bah, voilà, à l'ANACT, on est désespéré d'entendre que vous jouiez sur des marges de manœuvre et que vous en trouviez. Et j'ai entendu des mots qui m'ont fait super plaisir aussi, hein, parce que vous avez dit c'est des questions de compromis. Vous avez dit c'est des questions d'arbitrage. Oui, c'est toujours des questions de compromis d'arbitrage parce que si vous faisiez exactement tout ce qu'on vous demande de faire ou ce que vous pensez être bien, vous n'y arriveriez sûrement pas et de moins en moins. Donc si vous avez encore des marges de manœuvre pour faire des compromis, des arbitrages et que vous arrivez non, il est pas d'accord, mon voisin d'à côté, et que vous arrivez à en être satisfait. C'est pour ça, sans doute, que Claire vous a posé la question de ce qui vous apportait de la satisfaction. Eh ben, c'est pas trop mal. Vous pouvez peut-être être encore, peut-être, mais vous allez réagir comme ça, hein, dans une situation équilibrée. Parce que le dernier niveau que nous, on aborde, hein, dans notre modèle, il est franchement très intéressant, il fonctionne bien dans les entreprises. Je ne le dis pas pour vendre l'ANACT, hein, mais parce que juste, je l'ai éprouvé. Et la charge subjective, c'est quelque chose de très, très important pour les gens parce que ça renvoie à la question du sens. J'en donne un peu plus, mais j'y trouve du sens. Ou, à l'inverse, alors jusqu'à un certain niveau, hein, parce que effectivement le métier passion, je trouve que bon, bah, c'est bon, ça permet d'absorber tout, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, parce que c'est comme l'humanitaire, hein. C'est un métier choisi, c'est un métier passion, c'est peut-être un métier bénévole parfois, mais les gens craquent, hein, ils s'épuisent. Donc ça a une limite. Ça donne de la ressource, le métier passion, mais ça a une énorme limite, les nôtres de limite. Parce qu'on n'est que humain, on n'est pas des machines. Et donc, le versus négatif de la charge subjective, je vous en donne un exemple très simple, hein, c'est il est 17h et je commence à travailler. Et quand quelqu'un vous dit ça, vous dites, mais c'est de l'humour, hein, quand quelqu'un vous dit ça, vous dites, bah, il faisait quoi avant s'il commence à bosser à 17h? Eh ben, il réglait tous les problèmes de ses équipes, hein, si c'est un manager de proximité. Bah oui, mais c'est un manager de proximité, donc son job, c'est quand même un peu de gérer les problèmes de ses équipes accessoirement. D'ailleurs, s'il les gère pas, on se demande pourquoi il a plus de pouvoir que celui qui est en dessous. Et on voit aussi des managers qui ne traitent pas trop les problèmes de leurs équipes. Bon, moi, je considère que ce n'est pas des bons managers. Donc, si son boulot, c'est de gérer les problèmes, ça veut dire qu'il ne commence pas à travailler à 17h. Il travaille déjà depuis le matin. Donc, quand il dit ça, ça veut dire que soit il considère que les problèmes qu'il a gérés, ce n'est pas des problèmes normaux, c'est tellement le bazar, pour le dire de façon très simple, qu'il a passé son temps à gérer des trucs dont il considère qu'il n'aurait pas eu à les gérer, ou ça veut dire que quand il commence à 17h, c'est qu'il a un tas d'autres trucs à faire qu'il n'arrive à faire que lorsque les autres sont partis et ne travaillent plus. Voilà. Donc, comme la santé, c'est une question d'équilibre, à un moment, ça se déséquilibre. C'est-à-dire que si à un moment, à la fois, il y arrive plus, il y trouve plus son compte, il a plus de source de satisfaction, et il arrive plus à faire son travail, et il n'arrive plus à faire ce qui est important dans son travail et ce qui a du sens dans son travail. Et là, la situation, elle se déséquilibre. Et donc, ce modèle, il est un modèle qui permet d'appréhender au-delà d'une vision gestionnaire et prescrite du travail, mais bien de rentrer dans ce que vous avez très bien fait. En tout cas, moi, ça m'a ouvert une porte pour mon propos. Alors justement, je vais prendre cette porte, vu qu'on a un temps très contraint. Je prends la porte. Donc, Aude, tu voulais réagir et après, je voulais donner la parole à Jean-Rémy. Oui, j'ai l'impression dans votre exposé qu'on a donné une vision monde de oui-oui de la direction technique. Donc, non, mais je vais rétablir la situation. Un peu l'église au milieu du village. Moi, je travaille 60 heures par semaine. Je travaille 230 jours par an. Voilà. Donc, et quand je dis à 17h, ça y est, je commence, c'est que en fait, il y a eu quelques imprévus dans la journée. Quand on a une équipe technique de 100 permanents et 100 intermittents, il y a quelques petites choses qui peuvent arriver au quotidien, que ça soit sur le plan RH, sur le plan de la sécurité, sur le plan artistique aussi, accessoirement, c'est un peu nos métiers, et que les gens peuvent avoir besoin du soutien d'un directeur technique qui, même s'il a mis tout en place pour que ça roule tout seul,
eh ben, ça roule pas toujours tout seul. Donc voilà, mais donc voilà, je voulais juste rétablir ça. Mais par contre, enfin voilà, c'est aussi où est-ce qu'on place le curseur. Et je pense que si on est là assis aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas encore démissionné. Donc finalement, on est encore d'accord pour être là. Et c'est pour ça que ça reste positif, parce que sinon, je pense qu'une fois que la balance bascule de l'autre côté, ben, on arrête ce métier, quoi. Tout à fait. C'était d'ailleurs la question que j'avais posée à Jean-Rémy Baudonne, donc directeur technique de la Philharmonie de Paris, mais présent au titre de la présidence de Reditech, l'association des directions techniques qui compte 400 adhérents, qui a fait l'exercice d'un sondage parmi ses adhérents, comme nous l'avons fait pour la 7e rencontre prévention des risques qui a eu lieu en juin dernier au Nid de Fourvière à Lyon. Ce sondage montre que pour 73% des gens qui ont répondu, on constate une forte augmentation de la charge travail ces dernières années, alors que l'activité de la structure n'a augmenté que dans 50% des cas, et que le lever de rideau dans 32% des cas. Donc ça pose la question de savoir à quoi est due cette augmentation de la charge de travail. La question que je posais à Jean-Rémy aussi quand on a préparé cette table, et au travers du sondage qui va nous faire écho, c'est comment ça se fait qu'on n'a pas une énorme vague de démissions de direction technique? Absolument. C'est une question difficile, ça. Peut-être déjà, vous pouvez faire écho du sondage que vous avez fait auprès de vos adhérents et de voir les résultats. Je vais faire ça, puis je répondrai à la question à la fin, peut-être. Juste avant de parler de l'analyse qu'on a faite par rapport au sondage qu'on a fait auprès des adhérentes et adhérents de Reditech, Reditech a déjà travaillé, pour reprendre ce que vous disiez au départ, sur la fiche de poste de la direction technique, en général. Donc on a fait 3 rencontres en 6 ans sur ce sujet-là, donc nos métiers de demain et d'après-demain, tous managers et le périmètre de la direction technique entre charge et responsabilité. Donc ça, on a travaillé là-dessus, on a bien vu que cette fiche de poste, elle était pleine comme un œuf, et que suite au Covid, on a eu la dernière salve qui s'est rajoutée, qui était la gestion de l'hygiène et de la santé, qui est souvent et de laboratoire furtif de dépistage qui a été donné aux directions techniques. Donc là, on est arrivé comme un œuf. Et sur le Covid à 5 ans maintenant, qui a été un amplificateur des phénomènes, on s'est rendu compte que nous arrive devant des injonctions de l'extérieur qui se contredisent. Alors, nous, on les analysait autour de 3 grands principes. Le premier, c'est de la part des directions artistiques des établissements culturels, c'est une espèce de... Alors, c'est un peu moi qui le dis, mais une espèce de problématique existentielle aujourd'hui qui les amène à produire quand même de plus en plus. Alors, tu dis 50% d'accroissement d'activité. Alors, qu'est-ce que c'est cette activité? J'aimerais bien savoir. En tout cas, il y a un accroissement d'activité hors plateau, de plus en plus, avec des accueils de résidence, avec dans les lieux en région, des accueils d'associations. Donc, on arrive vers des tiers-lieux, ce qu'on appelle. Donc, toute une activité hors plateau qui s'agrège à l'activité artistique. Donc, en gros, les théâtres se mettent en marche de manière existentielle pour montrer qu'ils sont là malgré les baisses de moyens. Donc la deuxième, c'est les baisses de moyens, ça on le sait, ça fait longtemps que ça dure, et là ça prend une ampleur qui s'accélère de plus en plus. Comment font les directions générales des établissements pour répondre à ça? Donc je le dirai après. Et la troisième, c'est un problème de l'emploi. En particulier dans les emplois techniques, on en a parlé hier, c'est-à-dire qu'on a, comme tu le disais, des générations qui arrivent à juste titre, qui désirent un équilibre vie professionnelle et vie privée réelle. Le week-end, le soir, non, voilà, les conditions de travail se détériorent quand même. Et donc, on a une forme de pénurie que Carole de la alors je vais essayer d'y arriver pour une fois, les CNPFSV nous a sorti hier que voilà, donc nous a sorti hier qu'en fait les emplois rentraient dans les établissements, mais ils sortaient très vite. Donc c'est un phénomène qui est difficilement quantifiable, mais en fait on a du mal à retenir certaines personnes, et ça pose des questions de conditions de travail à l'intérieur des établissements. Donc ces trois facteurs-là, on se les prend dans la tête, les directions techniques, et c'est général à tout type d'établissement. Alors nous, on est 3 établissements un peu confortables, on va dire,
pignon sur rue, les Célestins, l'Opéra du Rhin, la Philharmonie, on n'est pas les plus pauvres, hein, mais pensons à ceux qui sont dans les régions, les CDN, les scènes nationales, les SMAC, c'est eux qui prennent dans la tête, hein, très fortement. Et puis au-delà des salles, il y a quand même des directions techniques dans des compagnies. Exactement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les projets artistiques? Je rebondis sur ce que tu dis. Les maisons de diffusion vont accueillir des productions de plus en plus mal ficelées parce qu'elles ont manque de moyens. Des fiches techniques qui arrivent de plus en plus tardivement, des productions qui demandent des locations qui s'adossent au lieu d'accueil parce qu'ils n'ont plus les moyens. Donc on soutient quelque part ces compagnies alors qu'avant elles arrivaient avec tout dans le camion, hein, aujourd'hui. Voilà, donc tout ça c'est révolu. Je parlais tout à l'heure de lieux hors les murs, des festivals par exemple. On va créer des festivals autour d'une salle parce que on va développer des publics, on va faire entrer de l'argent. Donc le directeur technique va faire sa programmation. En fin d'année, il va se taper un festival. Philharmonie, on en a 4 par exemple. On en avait 2 en 2020, on en a 4 aujourd'hui. J'ai d'autres exemples de ce type-là. Sur la dimension économique, alors comment on va faire une direction générale quand on lui enlève 20% de ses budgets avec son problème existentiel? La tendance qu'elle va faire, c'est sauver le projet artistique en premier chef et aller rogner sur l'opérationnel. Donc en gros, elle va diminuer les budgets techniques pour pouvoir faire cette programmation. Donc là, on est dans un paradoxe total puisque la technique répond à la programmation. Donc on doit faire plus quelque part avec moins. Donc il faut trouver des idées. Donc là, je ne vous dis pas la chaîne des idées qu'il peut avoir. Mutualisation, adaptation des productions, creusage de tête en permanence, etc. etc. Sur l'emploi, alors c'est très compliqué parce que dans certains territoires, une fiche technique avec 10 intermittents, il n'est plus possible de l'honorer parce qu'il n'y a pas assez d'intermittents. Je pense à Bourges, par exemple, un exemple hier, fiche technique de 10, bah non, je peux pas faire le spectacle. Parce que je peux pas faire venir des intermittents de Paris, je peux pas les loger, je peux pas faire les per diem, etc. Sur le problème économique, alors ce problème de l'emploi, pardon, une tendance aussi qui répond à la dimension économique, c'est qu'on va pas remplacer un départ à la retraite. Hein, alors, surtout dans la fonction publique, on le sait, on est comme beaucoup assujettis à des régies directes ou des régies personnalisées. Dans les EPIC, comme c'est le cas de la Philharmonie, moi j'ai perdu 2 postes. Plafond d'emploi, l'État a piqué 8 postes. On a piqué 2 à la technique. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va diminuer l'emploi permanent et on va l'externaliser vers l'emploi intermittent. Ce qui va déstructurer quelque part le fonctionnement des équipes techniques parce que quand on n'a pas une permanence, il va falloir la créer avec moins de personnes parce qu'il faut bien faire tenir le théâtre en permanence. Hein, c'est parce que et on va faire appel à des intermittents sur des créations, sur des productions. Ça veut dire plus de contrats, plus d'organisation, plus d'appels téléphoniques, etc. Donc le cumul de tout ça, qui sont pour moi des injonctions contradictoires, et j'en oublie beaucoup au passage, hein. Je ne vais pas parler des nouvelles réglementations qui tombent, qui sont tout à fait normales dans notre société d'aujourd'hui. Les problématiques RSE, hein, donc l'environnement, les problématiques VSS, les problématiques RPS, très prégnantes aujourd'hui, nous obligent aussi à y répondre, sur les logiques bâtimentaires en particulier, hein, avec toujours moins de moyens et pas forcément aussi les formations adéquates. Comment on répond au RPS aujourd'hui sans être formé? C'est une question que je pose, hein. Au VSS en particulier, hein, voilà. Tout ça fait, donc je réponds à la question maintenant, tout ça fait qu'il y a une surcharge de travail qui dépasse quelque chose d'objectif, c'est-à-dire il y a plus de travail. C'est une surcharge de travail mentale qui prend le dessus sur la surcharge de travail physique. Et c'est ça qui est très compliqué pour une direction technique. J'ai des retours en disant, sur les 50 que j'ai eus, j'en ai 10 qui me disent jusqu'à quand on va tenir. C'est quelque chose qui m'a un peu, je ne veux pas vous cacher, ému. Quand un DT ou une DT dit jusqu'à quand je vais tenir. J'ai fait ce métier parce que, on l'a dit, métier passion qu'on emploie de moins en moins d'ailleurs, parce que la passion permet tout. Alors aujourd'hui, on n'a plus envie de ça, mais le sens de ce métier. On travaille pour le spectacle, pour la création. On a la chance d'y travailler. On aurait pu être dans des usines de chaussures, hein, c'est pas le cas. Donc on a fait ce choix-là en acceptant les contraintes, la charge de responsabilité,
un temps de travail, comme tu l'as dit, très, très soutenu. Et aujourd'hui, devant ces injonctions qui nous tombent dessus, on n'a rien demandé, hein, ben, ce sens-là est en train d'être questionné. Donc, jusqu'à quand on va tenir? Ça appelle à quoi? Des reconversions, des démissions par moment, et un emploi, je terminerai là-dessus, la direction technique, qui est un emploi, enfin un cadre d'emploi en tension. Hein. On a aujourd'hui des difficultés à recruter des directions techniques. Or, une maison de spectacle qui n'a pas de directeur technique ou directrice technique, c'est-à-dire une maison qui n'a pas un triangle de direction équilibré, donc j'entends direction artistique, administration, direction technique, c'est un théâtre qui ne fonctionne plus, tout simplement. Voilà. Voilà pourquoi j'étais assez découragée. Excusez-moi d'avoir cassé l'ambiance. Tiens, avec Jean-Rémy en me disant, mon Dieu, on va tous sortir de là avec une vague de démissions dans le spectacle. Donc, d'où ma question aussi c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une démission importante des acteurs dans la direction technique. Donc, il y a quand même un engagement fort à rester en place, à trouver des solutions, à se battre. La question que je me pose moi, qu'on peut penser naïve, mais je pense pas, c'est à quel moment on a le droit de dire non. Ça ne fonctionne plus. C'est un stop. C'est-à-dire que là, on a parlé de solutions dans des maisons qui ont des moyens de recruter pour faire de la délégation, etc. Mais même dans ces endroits-là, de ce que j'entends, on n'arrive pas, ou c'est difficile, ou c'est impossible de pouvoir dire non, stop, ça ne rentre plus. C'est la limite. Est-ce que c'est possible? Ça, je veux bien répondre très rapidement. C'est une dimension qui appelle une nouvelle compétence chez les DT. C'est ce que j'appelle la compétence politique. Voilà. La direction technique doit aujourd'hui faire de la politique avec sa propre direction générale, mais aussi avec les tutelles, hein, en particulier dans les régions, surtout sur les questions de bâtiment. C'est-à-dire, donc ça veut dire le nom, et on l'emploie le nom, mais on se le reprend comme une claque, bah, tu vas faire, quoi. Donc on apprend à dire non autrement. Donc on va contourner, on va faire des petits pièges. Hein, voilà. Enfin, on fait nos tambouilles chacun comme on peut. Moi, j'aimerais bien avoir plus de détails sur les tambouilles. Alors, je vais laisser sans- parler. Les sous et la sécu. Ah, mais c'est simple, hein. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous sollicite pour des projets qu'on estime qui ne rentrent pas dans la charge de travail de la structure, en face, on met des moyens. Et si les moyens ne sont pas portés par la direction, il y a inadéquation entre le projet et les moyens. Et donc, moi, je dis stop à ce moment-là. Mais je les mets face. Ça me prend du temps à moi. Du coup, ça me prend de la charge de travail de pouvoir présenter ce truc-là. Effectivement, comme dit Jean-Rémy, c'est de la gestion de la direction. Et je crois que tu en as parlé toi aussi tout de suite au départ. Effectivement, ça fait partie c'est une grosse part du travail. C'est aussi, d'une certaine manière, rendre visible le travail invisible, de dire en fait, il n'y a pas de petit spectacle, il n'y a pas de oui, non, mais il faut rien pour faire ce truc. Non, bah, il faut pas rien en fait, parce que ça, moi, alors, je suis assistante à la direction technique au Fourrière. J'ai souvent entendu le patron qui débarque et dit non, mais là, c'est un petit truc et tout. Alors, c'est un petit truc, mais c'est un lever de soleil de bar tabac à 5h du mat dans un parc. Enfin, à un moment donné, c'est un petit truc qui va te demander énormément de travail. Donc, c'est aussi pouvoir rendre visible qu'est-ce que ça veut dire de programmer tel type de spectacle ou de faire une proposition et donc de pouvoir mettre des limites à dire bah, ça coûte ça, il faut tant de personnes, il faut tant de matériel, ça demande tant de temps, etc. C'est bien ça de ce dont on parle. C'est exactement ça. Il y a je peux parler d'une certaine manœuvre. Hein, le problème, c'est qu'on va supprimer allez, 10-20% des demandes techniques, par exemple. C'est ce qui m'arrive, moi. 20% de mes demandes pour faire la programmation. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je leur dis, mais moi, je ne vais pas y arriver. Écoute, oh, tu vas te débrouiller, gna, 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 comme d'habitude. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est quelque chose qui a été reporté par beaucoup de directions techniques. Dans le sondage, on va être obligé de se protéger de ces injonctions-là, parce que si on enlève 20%, on va, à la fin de l'année, faire 10-15% de déficit. Donc on va porter le déficit de la maison, quelque part. C'est ce qu'ils nous font porter à certains endroits. C'est mon cas. De toute façon, la technique, on n'est qu'un poste de dépense. Voilà. En plus, on n'a fait pas de recettes. Bien qu'on commence à faire les épiciers, on va facturer des choses, il y a un truc privé, on va mettre 50% de marge dessus, etc., etc. Donc ça fait partie des petits jeux politiques qu'on fait,
Qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé de faire du reporting à mort, de faire des études très poussées de prévision, corrélées à des réalisés de budget, donc être très très précis, c'est énormément de travail, de faire des retours, des remontées mensuelles à l'administration des endroits pour leur dire voilà, j'avais prévu ça, vous m'avez arbitré ça, ben, au final il y a moins à la fin parce qu'on était obligé de faire ça dans la fiche technique, ça. Et quand on a 20, 30, 450 productions par an, c'est énormément de travail. Mais on est obligé de le faire pour se protéger, en fait. Pour les mettre devant ceux qui ont fait les arbitrages, devant leurs propres contradictions, qu'ils soient direction générale ou tutelle. En tout cas, c'est ce que je fais. Je ne suis pas le seul. Aude, vous vouliez dire un mot par rapport à ça? Non, simplement que je me retrouve tout à fait dans ce que tu dis. Ce que je trouve très compliqué et qui est de plus en plus prégnant, et tu utilises le mot de politique, c'est vrai que moi, je n'étais pas allée jusque-là, mais en fait, c'est ça, c'est qu'on doit en permanence se justifier. Et justifier nos dépenses, justifier nos métiers, justifier. Et je pense que c'est lié à l'ignorance de nos métiers, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que quand on dit non, pour ça, il faut qu'il soit 6. Ah ben, il pourrait être 5. Bah oui, mais à 5, ça marche moins bien, les paires. Donc voilà, déjà, mais c'est que de ça toute la journée, en fait. Mais pourquoi? Mais non, mais moi, j'ai dit que c'était rien, il n'y a pas besoin de lumière. Ah, il n'y a pas besoin de lumière. On va jouer dans le noir? Vraiment? Enfin, non, mais je veux dire pas d'effet. Bah oui, mais on va quand même allumer la lumière, quoi. Enfin, donc, et puis après, ce serait bien quand même qu'il y ait plusieurs trucs de lumière pendant le spectacle. Enfin, voilà. Donc, et on revient toujours à ça. Et en face, quand on leur dit, ben non, à partir du moment où il y a un plan de feu, ben, il va falloir l'accrocher, il va falloir le régler, il va falloir le décrocher. Ah, mais ça prend trop de temps. Et en fait, je trouve qu'on est tout le temps en train de vendre notre profession, vendre notre métier, l'expliquer. Et il y a quelque chose que vous aviez abordé ici dans les années précédentes, c'était cette espèce de... Tu parles d'un triangle de direction, moi je pense qu'on est 4 parce que je pense toujours au public, mais c'est cette idée que s'il n'y a pas cette confiance de... On est chacun archi compétent dans notre domaine, et ben en fait, on n'arrête pas de se justifier et que c'est ça qui prend plus de temps. Et quand tu parles de, effectivement, le budget, le prévisionnel, le en cours, le réalisé, l'estimation, sans compter maintenant tous les petits événementiels, parce que tu dis, ici, ils nous font aussi participer aux ressources propres maintenant. Et ça, là, c'est des budgets à l'infini, mais qu'on fait partout, dans le métro, dans le train. Bon, et ça, c'est cette justification qui prend du temps. Voilà. Alors, c'est vrai que j'en ai... Alors après, Isabelle, je vous donne la parole. La justification, je le vois dans ma propre maison, de devoir remplir beaucoup de tableurs et aussi d'arbitrer en mettant un argumentaire. On est vraiment bac philo quoi, de l'argumentation. Mais j'ai l'impression que comme toutes les directions, c'est-à-dire administratives et artistiques, ont les mêmes injonctions de devoir se justifier et de devoir dire à ses tutelles, à ses financeurs, etc., parce que on fait des appels à projets pour récupérer de l'argent, etc. On nous demande de plus en plus ce niveau de justification, et au lieu de faire bloc dans ce trio ou ce quatuor, ce quatuor, peut-être que le temps pressé, l'accélération de nos rythmes de travail fait que chacun se renvoie un peu la balle de devoir, et plutôt que de travailler ensemble. Alors Isabelle, vous vouliez intervenir sur ce qui a été dit précédemment? Non, mais c'est beaucoup plus intéressant de vous entendre, mais c'est parce que, en fait, vous êtes tout à l'heure, vous m'avez dit que j'avais enjolivé, mais j'avais repris vos mots volontairement parce que ça me rassurait finalement, mais à la deuxième partie, moins. Et là, à la troisième, bon, c'est bon. Donc voilà, mais dans vos métiers comme ailleurs, non, mais c'est vrai, hein, la logique gestionnaire, elle prend le dessus partout, partout. Et en fait, vous travaillez, ce qui fait sens pour vous, c'est évidemment que les spectacles soient réalisés dans des conditions correctes. Et donc, il y a toutes les conditions techniques qui sont derrière. Vous êtes derrière le rideau. Et si vous n'êtes pas là, ça ne marche pas. Et vous êtes passé de compromis à injonction paradoxale. Alors, compromis, c'était tout à l'heure. Après, vous m'avez repris là-dessus. Hein, mais injonction paradoxale, c'est non gérable. Hein, c'est-à-dire, vous faites blanc ou noir, ça ne marche jamais. Donc, c'est des compromis qui sont de plus en plus tirés et qui sont de
plus en plus tirés à la fois au prix de la qualité, parce que vous l'avez dit, bah non, mais là, la lumière, bah oui, ah, puis là, un mec, on pourrait en mettre un. Non, bah non. Et au prix de votre santé. Je dis votre santé collective. Hein, donc, et c'est là où c'est le déséquilibre total. Et ce qui m'intéresse dans ce que vous avez dit, et c'est pas chez vous, je suis désolée, hein, mais c'est partout, partout, partout. La logique gestionnaire prend le pas partout. Et ben, qu'est-ce qu'on fait quand la logique gestionnaire prend le pas? Et ben, les gestionnaires, ils mettent des indicateurs de partout. Ils vous disent ça va le faire quand même, en niant complètement votre métier parce qu'ils n'y connaissent rien. C'est pas leur métier. Leur métier, c'est gestionnaire. Et votre métier, c'est la technique et les spectacles. Et donc, ils vous disent ce que vous avez à faire. Bah, vous pourriez le faire avec un mec de moins. Vous pourriez le faire avec une lumière de moins. Moi, j'y connais rien non plus, mais je prétends pas. Je vous écoute. Ça le fait pas, quoi. Et de l'autre côté, donc il y a eux, ils vous donnent une prescription, ils s'éloignent totalement du travail réel. Ça ne les intéresse pas puisqu'il faut qu'ils réduisent les coûts, c'est ça leur métier. Et de l'autre côté, bah, vous êtes en permanence en train de justifier, mais si ça existe le travail réel, bah non, si vous m'enlevez un gars, je peux plus faire ça. Et c'est comme ça que vous arrivez aussi, enfin j'en suis désolée de le dire, hein, mais à des accidents du travail, hein, bien évidemment. Moi j'en ai vu des graves hein, dans votre secteur, hein, j'entends, mais ailleurs, hein, pas que dans le vôtre, hein, pour les mêmes raisons, parce qu'à un moment, bah oui, il y a des butées temporelles de partout, parce que quand le lever de rideau, enfin quand ça se lève, et il faut que ce soit prêt. Et voilà. Et donc, dans la préparation des décors, on a vu des accidents graves dans votre secteur, et ils sont très en lien avec tout ce que vous venez de dire, très en lien. Et donc, c'est vrai qu'à un moment, dans la première partie de votre propos, vous avez dit, en gros, enfin, même si je sais bien que j'ai euphémisé et enjolivé, et merci d'avoir repris, parce que c'est bien que vous ayez dit la suite. Je trouvais ça joli. Et j'étais étonnée, je vous ai dit, par rapport à l'introduction. Et donc, à un moment, c'est des questions d'organisation. Et tant qu'on vous respecte dans votre travail et dans votre compétence, parce que vous gérez les équipes, vous gérez l'organisation, et ben vous arrivez à faire votre spectacle, enfin, à préparer les spectacles. Et quand ça tire trop de l'autre côté, ben, vous passez votre temps, et vous avez dit, mon boulot de direction, il est de plus en plus important, vous passez votre temps à justifier à des gens qui connaissent pas votre travail, mais vous le connaissez, que mais si, il faut une lumière en plus, et ici, il faut un gars en plus, sinon, ça peut pas le faire. Alors, C'est terrible. juste que on a malheureusement. Alors, c'est terrible, hein, voilà. Travail réel. Donc, en fait, Pardon. on est passé de, comme disait, le monde de oui-oui à le monde de l'enfer de oui-oui. Est-ce que quand même on peut prendre 5 minutes avant de faire des questions-réponses dans la salle pour évoquer quelques solutions? Mais Jean-Rémy, pour des solutions ou Non. Alors, je veux bien En fait, entendre. je commence rapidement. C'est juste ce qui est intéressant dans ce qui s'est dit là. Moi, je trouve que c'est cette histoire de mutation vers du gestionnaire et qui, je trouve, ça vient ajouter des choses à ce que tu as dit tout à l'heure, Jean-Rémy. Les emplois se dirigent plus vers des emplois d'encadrement. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai restructuré chez moi et de moins en moins sur le terrain, sur des emplois permanents. Et donc, en fait, l'évolution de nos métiers aujourd'hui, elle tend vers ça. Et moi, je m'interroge beaucoup là-dessus. Je sais pas si, je sais pas si c'est la bonne solution, mais en tout cas, les moyens tels qu'ils sont mis dans les structures sur les permanents, ça vient que du gestionnaire. Et du coup, on est effectivement maintenant sur du travail au projet, uniquement au projet. Je trouve qu'on a moins de gestion globale de nos maisons. Voilà. Je souscris à ce que vient de dire Guillaume. Pensons aux maisons où il y a des équipes de 6, 7 techniciens dans la direction technique et direction générale. C'est la majorité des maisons quand même, hein. Donc eux, ils sont dans des situations très très compliquées, puisque l'encadrement est déjà à l'os et ils ont des problèmes de recrutement d'intermittents. Sur les maisons plus importantes, ce que tu dis est vrai. Les modèles, c'est maintenant un staff d'encadrement solide, on va dire. Les directions techniques se sont formées au management, comme tu l'as dit, vous l'avez dit tous les deux, sur la délégation, sur des processus de travail entre... Des fois formé sur le tas quand même, hein. Ouais, mais on se forme hein, quand même. Hein. Les DT, on a quand même beaucoup réfléchi là-dessus. Hein. Pas tous, mais c'est quand même des 4 corps de métier, administrateur, direction artistique et secrétaire général. Je pense que les directions techniques sont plus en avance sur le management. Hein. On y est confronté tous les jours. Hein. On mènera une petite enquête. Je pense que, je ne veux pas critiquer l'ENA forcément, mais l'ENA ne forme pas au management. Hein. Et quand on a un énarque devant, c'est pas tous les jours facile, je peux vous le dire. Donc, tout simplement, on a développé ça.
Et c'est vrai que le corps, des corps techniques sont plus sur l'encadrement et on a externalisé le corps ouvrier. C'est un peu le fonctionnement actuel, hein, bon, qui est un fonctionnement qu'on connaît, hein. Donc nous, on est prêt quelque part sur cette partie-là. C'est là où on a développé les choses, mais on est quand même au maximum presque, hein, dans certains endroits. Moi, je ne peux pas faire plus que je fais dans la délégation, dans les processus managériaux. Et ce qui nous arrive devant, donc je fais une petite transition sur devant quand même, et on est obligé d'en parler, c'est peut-être pas forcément les solutions, mais si j'en parle pas, on va me critiquer, hein. Qu'est-ce qui nous attend dans un avenir très proche? C'est ce qu'on appelle les transitions. Donc d'ailleurs, Editech va traiter ce sujet en 2026. Qu'est-ce que c'est les transitions? Transition technologique, transition économique, du modèle économique, Et les le mec fait transitions sa pub alors qu'il me climatiques. reste 7 minutes. Je vais pas faire le truc. Non, je vais très vite. Or, ces trois transitions-là sont totalement contradictoires. C'est-à-dire, on nous demande de nous équiper en LED, mais on n'a pas les moyens de le faire. On nous demande d'avoir des projets de plus en plus ambitieux au niveau technologique qui sont consommateurs d'énergie de plus en plus, alors qu'on nous demande de l'autre côté de diminuer l'empreinte carbone des établissements. Alors, on attendra de voir les prochaines rencontres de Reditech et de noter les prochaines conférences. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant qu'on fasse passer le micro dans la salle, sachant qu'il nous reste 7 minutes? Moi, merci de votre témoignage. Juste un point par rapport à ce que tu disais. Nous, à l'Opéra du Rhin, on a juste la solution inverse exactement de celle dont vous parlez. Au contraire, je trouve que cette dérive gestionnaire, elle est effectivement pas du tout limitée au métier du spectacle. Mais moi, au contraire, je m'efforce de garder mes emplois permanents sur ce que tu appelles la force ouvrière, la force technique. Parce que eux, ils savent, et en plus, plus on les laisse là, plus ils prennent en charge, plus ça a du sens, plus ils sont contents d'être là. Et alors effectivement, après, ils absorbent en même temps que nous tous la surcharge. Il y a un problème, effectivement, parce que c'est quand même là que c'est le plus simple de déléguer. Néanmoins, je trouve que de rajouter des couches, parfois, ça crée aussi de la surcharge et ça peut entraîner une perte de sens. Je Voilà. suis d'accord, mais moi j'ai 2 postes à la retraite qui sont partis, terminés. Ils n'ont pas été pourvus, rendus à l'État. Et j'ai pas eu mon mot à dire. Non, moi, juste peut-être une petite réaction à ce que vous devez. Non, je peux pas? Non. Allez-y. Non, non, mais non, c'est sur ce que vous venez de dire. Je pense que quand vous avez dit redonner, enfin, je l'entends comme ça, mais donner de l'autonomie aux gens, leur laisser, enfin, ne pas rajouter des couches, c'est quelque chose qui est extrêmement important en termes de sens pour les salariés, extrêmement. Un jour, j'ai dit publiquement sur une enquête de l'adresse dans le monde de la santé, hein, parce que c'est pareil, hein, il y avait 30% du temps des soignants, hein, qui étaient passés à de la gestion. Alors, certains sont utiles, hein, les transmissions par outils numériques, évidemment, on va pas les faire sur papier. Il n'y a pas de question, il y a besoin de la gestion, hein. Mais 30%, il y a quelqu'un qui a levé la main et c'était pas une salariée, hein, c'était pas une soignante, c'était une cadre de santé. Elle a dit, chez nous, c'est 45%. Et je pense qu'il y a un vrai problème, parce que il y a un vrai problème. Enfin, maintenant, même le ministre de la Santé, enfin, les ministres des Finances commencent à dire, oh, il y a un problème, la gestion, c'est trop important dans les hôpitaux. Et donc, c'est vrai que ça prend beaucoup de ressources pour contrôler les autres qui travaillent et qui ont plus de ressources. Et ce que vous dites est extrêmement important sur la question du sens pour les salariés, c'est leur laisser la main et leur laisser du sens dans le travail technique qui est leur, le travail artistique qui est leur, parce que ça n'a aucun sens pour eux quand la part devient 45. J'ai entendu une médecin du travail qui a dit les salariés me disent, faut pas oublier qu'il y a des patients dans les lits, parce que là c'est ça le sens de leur travail à eux, hein. Vous c'est le spectacle et le technique, et je trouve que c'est vraiment bien ce que vous faites. Alors, il nous reste 5 minutes. Y a-t-il des questions dans la salle? J'arrive. Alors, ce ne sera pas une question. Je suis sûr qu'à la tribune, comme dans la salle, on partage tous les mêmes problématiques. Quand est-ce qu'à la tribune et dans la salle, on aura aussi les administrateurs et les directeurs d'établissement, de telle sorte que nous puissions travailler de telle sorte que demain matin, on retourne tous dans nos boutiques, seuls, pour défendre ce qu'on dit ensemble collectivement. Il va bien falloir qu'il y ait des points de convergence, de discussion. Et je sens que le président de Reditech a plein d'idées. Alors, moi, je vais quand même répondre en prums. J'ai le droit, parce que c'est moi qui ai proposé cette table ronde. Je vous ai mis des ressources et des prochaines dates. Donc, nous, on se voit
le 9 décembre à la Comédie Française sur la 2e rencontre prévention des risques dans le spectacle vivant, qui est une journée entièrement gratuite, qui va être consacrée à la charge de travail dans le spectacle. Et là, j'ai vu les inscriptions, il y a 2 jours. C'est du RH, de l'administrateur, de la direction et peu de direction technique. Voilà, donc c'est aussi des espaces comme ça qui permettent de prendre du recul, de ne pas être dans ces maisons, d'échanger et de parler concrètement de ce qui se passe. Voilà. Pardon, Petite promo. je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Régis. Vous avez raison, heureusement que ça ne dure pas 1h30 parce que là, on serait au fond du trou. Hein. Plus on avance, plus ça descend. Dans ce que je constate autour de moi, c'est que une des réponses aux questions, y a-t-il trop de travail pour la direction technique, c'est que les directeurs techniques sont de moins en moins remplacés. Soit ils partent à la retraite, soit ils s'en vont et on les remplace plus. Donc on peut se poser la question, c'est vrai, de notre utilité. Et puis, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis quelques chevaux de bataille, que je peux être opiniâtre. On peut se poser aussi la question des compétences de nos directions. Ce que vient de dire Régis aussi. C'est-à-dire que pour faire confiance à un directeur technique, peut-être il faut savoir ce que c'est qu'un plateau. Pour faire confiance à un directeur technique quand il parle d'accueil du public, il faut peut-être avoir parlé, lui demander ce qu'il fait de son travail. Et je voudrais donc revenir sur mon cheval de bataille, la formation de nos directeurs. Tout à fait, Jean-Jacques. Après, je ne reste pas sur quelque chose de négatif, puisque même si on est allé du soleil à peut-être la pluie, j'ai quand même vu le soleil et j'ai vu aussi qu'il y avait encore du plaisir dans la jeune génération, puisque je vous rappelle que tu es à la retraite. Non, mais je veux dire, on en parlera au café. Je vois quand même dans la jeune génération, voilà, que je vous considère comme ça, qui a quand même encore du plaisir à faire son métier, malgré les contraintes, malgré quelque chose qui est pas très lumineux devant nous. J'ai l'impression quand même que de la satisfaction et du plaisir, et ça, je le retiens quand même. Je vais peut-être répondre, si tu permets, ou rapidement, à ce qui a été posé. Ça pose la réponse, il y en a une, c'est peut-être pas la meilleure des réponses, mais Reditech est là pour ça, hein, en gros. C'est-à-dire, on est tous membres de Reditech d'ailleurs, hein. La directrice ou le directeur technique est par définition seul. C'est un travail de solitude avec tout ce que ça représente, hein, de charge mentale, sur tout ce qu'on vient de dire. Reditech est la réponse à cette solitude, en fait. Et c'est pour ça aussi que Reditech est passé en 2 ans ou 3 ans de 300 adhérents à 420 aujourd'hui. C'est-à-dire, on est là pour se rassembler. On a remarqué qu'on a toutes les mêmes problématiques, quel que soit l'établissement, quel que soit l'endroit. Et donc, on s'est mis en mouvement. C'était une association un peu fermée sur elle-même il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on s'est ouvert aux autres. Et on essaie de faire entendre ce qu'on est, quel est notre rôle, l'importance de ce rôle-là auprès des autres, c'est-à-dire les directions générales en particulier, les directions artistiques aussi, les secrétaires généraux aussi, qui sont très très loin de nous, mais pourtant on travaille pour les mêmes, hein, c'est le public, et la réglementation. Ouais. Donc Reditech a cette fonction, et je pense que c'est une des réponses. Et c'est peut-être la touche optimiste, hein, de l'histoire. Hein, parce que on va leur expliquer que s'il n'y a pas une direction technique solide, il n'y a pas de théâtre. Et il faut qu'ils comprennent. Et au-delà d'une direction technique solide, peut-être en mode conclusion, pour faire l'arc-en-ciel dans les nuages de pluie, mettre au centre le dialogue et retrouver la confiance dans la coopération et dans le travail commun on fait partie d'une même maison, on travaille ensemble, donc il faut qu'on se redonne cette marge de manœuvre mentale de la confiance et qu'on travaille tous ensemble dans le même sens et pas contre. Peut-être que ça commence déjà par la discussion. Tout à fait. Et je dirais juste une chose, parce que après je me tais. Après, Notre gros travail aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est en train de s'évaporer insidieusement dans les théâtres, c'est de remettre le plateau au centre du village. Voilà. Les gestionnaires oublient qu'il y a un plateau, hein, on l'a dit. Les directions techniques, on est là pour ça. Et c'est vraiment notre rôle, hein, voilà. Et ben, comme je dois rendre les clés de la salle à l'heure et qu'on est en retard, ce sera donc la fin de cette table ronde. Merci à tous et à toutes.